Après sa belle victoire contre la Nouvelle-Zélande, on pourrait s'attendre à ce que je rejoigne le concert de louanges concernant notre équipe de France. C'est vrai qu'elle vient de décrocher au travers de ce match de qualité, de cette victoire, la première place du groupe. Ça c'est bien. C'était l'objectif assigné par Hervé Renard et l'ensemble de ses joueuses. Ok. Elle va donc disputer ce samedi un match palpitant, un match passionnant contre le Brésil. C'est toujours une belle affiche, ça c'est sûr, que ce soit chez les mecs ou chez les filles. Même si le match, à mes yeux, et je pense quand même pour pas mal de personnes, le match est plus qu'abordable pour aller dans le dernier carré, pour aller en demi-finale. Faut pas trop faire attention au nom de cette équipe. C'est pas un Brésil aussi prestigieux que les précédentes équipes du Brésil. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, on pourrait quand même s'enthousiasmer pour cette équipe de France. Ça c'est vrai. Ok. Pourtant, sur cette chaîne, on va quand même rester prudent, voire même pessimiste, effectivement. Moi, je le dis, hein, je continue de voir la bouteille à moitié vide, malheureusement. Et je pense que cette équipe va déraper au moment où les enjeux seront les plus cruciaux, au moment où il faudra aller décrocher une médaille. Mais je vous dirai en fin de vidéo un peu plus pourquoi je ressens tout ça. On va d'abord débriefer le match France-Nouvelle-Zélande. Je vais vous afficher d'ailleurs à l'écran donc la composition des deux équipes au départ du match. On va revenir aussi sur la tactique mise en place notamment par Hervé Renard pour ce match, donc qui s'est basé toujours sur ce 4-3-3 classique, somme toute, même s'il a fait des choix forts, il faut le reconnaître, sur la titularisation de certaines joueuses. Donc il est parti avec la gardienne PPM, Pauline Perromagnin, qui revient de blessure. Une défense à 4 à plat. PPM, voilà, si je peux donner mon avis rapidement sur sa prestation, bon, elle n'a pas eu grand chose à faire. Bon, elle me paraît quand même toujours un peu fébrile. Notamment, elle a raté un contrôle sur une remise en retrait. Euh, voilà, j'attends de voir quand même sur les gros matchs. Elle est capable de faire des arrêts incroyables, mais aussi de se trouer lamentablement. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Sarah Bouhadi, euh, ou même Constance Picot. Voilà, c'est des gardiennes qui sont un peu yin et yang, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des arrêts incroyables et puis se trouer lamentablement. Après, donc, une défense à 4, Elisa de Almeida à droite. Moi, je dis non. Là, sur ce match, elle n'a pas été débordée plus que ça, hein. Elle a fait le taf, ok, mais encore une fois, moi je me projette toujours sur les matchs qui viennent, en sachant que les adversaires seront quand même d'un autre calibre que ces gentils petits kiwis qu'on s'est farci là pour le dernier match de poule. Et des Almeida, non, je suis désolé, sa place, son poste de prédilection, c'est en défense centrale. Basta. L'arrière latéral droite qui doit être titularisée, c'est Eve Périsset. C'est la spécialiste du poste. Donc on a eu en charnière centrale Gridge et Maël Lacrar. Maël Lacrar, impérial. Voilà, c'est le jour et la nuit avec son match contre la Colombie, il me semble, où elle s'était faite manger par Caicedo tout au long du match. Là, voilà, vous la mettez en défense centrale, elle était impériale. Alors, il faut encore la tester, je pense. Et sincèrement, je vais peut-être choquer certains. Moi, je délogerais Wendy Renard du 11 majeur et je mettrais Maël Lacrar à la place. Alors oui, Wendy Renard, c'est un mastodonte du foot français, c'est une vache sacrée, et je ne suis pas en train de brûler ce que j'ai adoré hier, mais à un moment donné, pour le bien de l'équipe, il faut mettre les personnes qui sont le plus en forme. Et Wendy Renard, elle n'est pas au niveau des exigences, oui j'ai du mal à le dire,
exigence du tournoi olympique. Voilà. Gridge, vraiment un rock. Je pense qu'elle monte en puissance en plus tout au long du tournoi, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Gridge fait partie des très bonnes nouvelles, euh, des choses positives dans cette équipe. Et puis donc à gauche, Selma Bacha, voilà, qui est égale à elle-même, hein, disons, qui est très active, mais qui confond encore vitesse et précipitation dans certaines actions de match. Au milieu, donc, le triangle inversé à la pointe, donc devant la défense, on a Amandine Henry. Donc là, Amandine Henry, moi j'ai milité pour sa titularisation. À partir du moment où Sandy Toletti ne fait pas le taf. Sandy Toletti doit naturellement occuper ce poste. Elle est plus jeune, elle a énormément de qualité, elle a gagné en technicité avec toutes ces années passées en Espagne, mais elle manque cruellement de personnalité dans ce tournoi olympique. Ce cas, forcément, Amandine Henry, avec toute son expérience, elle en a à revendre. Au contraire de la personnalité, elle a joué vraiment avec beaucoup d'aplomb, et ça, c'était super. Et puis, donc, les milieux relayeuses, que sont donc Sakina Kershawi, d'un côté, et Grace Guillaureau. Alors, Sakina Kershawi, ça, c'est vraiment la trouvaille d'Hervé Renard, il faut le reconnaître, une excellente trouvaille. Et c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, alors que Sakina Kershawi, elle a ce côté technique qui est tellement important en milieu de terrain, quand il s'agit de remonter le ballon, de faire des différences, d'apporter de quoi, enfin, d'apporter aux attaquants des occasions. Donc elle a été capable de faire tout ça. Elle a en plus abattu un énorme travail en milieu de terrain. Vraiment un chapeau. Je crois qu'elle a fini quand même sur les rotules. J'espère qu'elle n'est pas blessée pour la suite, parce que j'aimerais bien la revoir au moins contre le Brésil, pour voir si c'est une excellente trouvaille de la part de Hervé Renard. Et puis de l'autre côté, Grace Guillaureau, que j'ai trouvé quand même un peu emprunté, que je trouve un peu emprunté dans ce tournoi, mais qui reste malgré tout une valeur sûre du milieu. Elle est indélogeable, Grace Guillaureau. Elle peut toujours, sur une action, faire la différence et faire très mal aux équipes adverses. Donc voilà, Grace Guillaureau, un peu emprunté, mais voilà, qui est indéboulonnable au milieu de terrain. Et puis devant, donc on a Sandy Baltimore donc à gauche, son pendant à droite, Delphine Cascarino, qui jouait devant son public lyonnais, donc son dernier match, si je puis dire, au Groupama Stadium, puisqu'elle va partir du côté des États-Unis, à San Diego. Et puis devant Marie-Antoinette Katoto, qui est la valeur sûre des Bleus de l'équipe de France. Je reviens donc sur la prestation de Sandy Baltimore et de Delphine Cascarino, et même de Marie-Antoinette Katoto. Donc la ligne d'attaque, ça a mis le feu, vraiment, à la Nouvelle-Zélande. Sandy Baltimore a été très active. Je vais vous mettre aussi sur l'écran donc son abattage. Elle a touché plus de 78 ballons. Vous voyez que ça se situe vraiment essentiellement à gauche, ce qui a permis vraiment aux ailes de l'équipe de France d'exister et de porter donc l'ensemble de l'équipe. C'est là où la force des Bleus réside. C'est sur les côtés, effectivement, parce qu'on a des joueuses qui sont incroyables, qui peuvent faire très mal avec leur vitesse, avec leur technique, avec leur détermination. Sandy Baltimore est une spécialiste du poste à gauche, et c'est vrai que quand on regarde la prestation de Kadi Diani, ça fait un peu tâche, quoi. Kadi, qui est normalement la titulaire chez les Bleus, bon, elle occupe forcément le côté gauche, parce que Delphine doit occuper le côté droit. Delphine est comme un poisson dans l'eau, côté droit, c'est là où elle fait le plus mal. Et c'est vrai que dans l'esprit de Hervé Renard, je pense que c'est à droite Cascarino et à gauche Diani. Sauf que Diani, c'est vrai qu'encore une fois, elle est pas au niveau. Elle fait pas grand chose, ou elle joue de façon très maladroite. À gauche, après oui, c'est pas son poste, mais elle doit quand même apporter beaucoup plus que ce qu'elle apporte. Donc du coup,
Ça donne une chance à Sandy Baltimore d'exister, de montrer à Hervé Renard qu'elle peut apporter quelque chose à l'équipe de France, ce qui a été le cas donc contre la Nouvelle-Zélande. Et puis donc Marie-Antoinette Katoto qui a marqué un doublé, qui est la meilleure buteuse du tournoi olympique, comme c'est étonnant. En tout cas, c'est pas que je suis pas étonné, je suis pas surpris parce que avant sa blessure, Marie-Antoinette Katoto, je la considérais comme la meilleure attaquante du monde. Effectivement, c'est une chose extrêmement dangereuse dans la surface de réparation. Elle n'a pas elle n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Là, franchement, depuis son retour, ça y est, elle a repris son rythme de croisière et elle apporte sa pierre, plus que sa pierre, à l'édifice de l'équipe de France. Donc ça, c'est vraiment super. Et je l'ai dit un peu plus tôt, c'est la, le point plus que positif de cette équipe de France. Alors, on revient donc sur les faits, sur les déroulés du match. Qu'est-ce qu'on peut dire? La France a maîtrisé le match de bout en bout. On avait en face une équipe de Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai pas parlé de la composition tactique qui avait été mise en place par le sélectionneur donc néo-zélandais euh, pour cette équipe des Kiwis. Donc, il est parti sur un 4-4-2, hein, mais avec un bloc qui était quand même très très bas, qui visiblement voilà, attendait l'équipe de France. Mais c'est en général le cas de la plupart des équipes qui rencontrent l'équipe de France. En tout cas, des équipes qui sont inférieures. Mais ça, j'allais dire même chez les garçons. Hein. Voilà, quand vous avez une équipe qui rencontre une équipe qui est censée être supérieure, bah, généralement l'équipe inférieure reste derrière. Là, la Nouvelle-Zélande avait quand même mis le bus derrière et jouait essentiellement en contre-attaque. Et même quand la Nouvelle-Zélande a marqué son but égalisateur par Taylor, d'ailleurs qui a signé pour le DFCO, que j'irai voir donc au stade des Pousseaux ou à Gaston Gérard à la rentrée, bah, même quand il y a eu donc 1-1 dans ce match, ça n'a pas changé le plan de jeu de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Donc ils ont joué derrière et puis joué donc essentiellement en contre-attaque. Le milieu de terrain néo-zélandais a complètement été zappé. Hein. Euh, il n'y a pas de créativité dans cette équipe, ça on le savait. Donc l'équipe de France a pu mettre en place son jeu, a pu jouer sur les ailes essentiellement et a marqué donc deux très jolis buts par Marie-Antoinette Katoto. Il y a eu, on peut retenir aussi les trois poteaux de Delphine, ce qui aurait vraiment porté le score dans des proportions vraiment beaucoup plus spectaculaires. Et je reviendrai sur cet aspect-là aussi pour vous expliquer pourquoi je vois cette équipe de France ne pas décrocher de médaille. Parce que quand on a des occasions, il faut les mettre. Il faut les mettre. Au moins sur les trois poteaux, qu'on en mette un ou deux, quoi. Au moins un ou deux. Il faut mettre nos occasions. Vraiment, parce que la différence se fait là entre une bonne équipe et une très bonne équipe. C'est dans les surfaces de réparation que ça se joue, forcément. Et donc, l'équipe de France voilà, a délivré un superbe match, un match de qualité contre cette équipe de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a eu après donc, les remplacements à l'heure de jeu. Donc Katoto qui est sorti notamment, et puis Guillaume, et l'entrée de Diani et Dali, qui n'ont pas du tout, enfin ça n'a pas changé la physionomie du match. Et donc on gagne ce match de 1 qui nous permet donc de décrocher la première place et de pouvoir disputer donc un quart de finale dans ce tournoi olympique. Bon, avant de conclure sur l'avenir de cette équipe de France, je vous mets quand même à la fin de la vidéo le résultat du match Colombie-Canada.
Et là, je vous mets à l'écran, donc, concernant l'équipe de France, son parcours, donc depuis les quarts de finale jusqu'en finale, si elle va jusqu'en finale, ainsi que pour les autres équipes présentes, donc à partir de ces quarts de finale. Donc vous voyez que si la France passe le Brésil, son prochain adversaire sera soit la Colombie, soit l'Espagne. Et c'est là où justement, je ne vais pas tailler l'équipe de France, c'est pas que ça me fasse plaisir, mais outre le fait que cette équipe de France a des failles qui sont connues et reconnues, qui sont inhérents depuis des mois et des mois, depuis même avant la prise de fonction du sélectionneur actuel, outre le fait donc qu'elle traîne comme des boulets ses problèmes et ses maux, la France rencontrerait donc soit une équipe flamboyante, encore une fois, la Colombie, qui n'aurait rien à perdre pour le coup en demi-finale contre la France, qui serait la favorite, désignée, bien évidemment, et qui par là même croulerait sous la pression, soit rencontrerait l'Espagne, qui elle sait gagner, qui sait gérer la pression beaucoup, beaucoup mieux que cette équipe de France. Et donc la France rencontrerait une telle équipe qui est la favorite actuelle du tournoi, qui est l'équipe qui joue le mieux au football. Donc l'un dans l'autre, l'équipe de France se retrouverait face à une montagne. Je vous le dis, mais encore une fois, la Colombie est une équipe qui a vraiment prouvé qu'elle pouvait aller très très loin dans ce tournoi. Et je pense, sans trop me tromper, que l'Espagne va vraiment avoir du mal face à cette équipe colombienne. Vraiment. Parce que là, la Colombie est, comment dire, est vraiment dans un... Je ne sais pas comment trouver les mots. Ça va être confortable pour ces filles parce que elles n'auront pas de pression, elles n'auront rien à perdre, elles auront simplement à jouer et mettre leur jeu en place face à cette équipe espagnole. Encore une fois, en face, l'Espagne sait y faire, même quand elles ont des équipes qui leur donnent du fil à retordre, elles ont toujours des solutions, elles arrivent toujours à se dépatouiller de ça, parce qu'elles se basent sur un jeu vraiment léché, éprouvé, voilà, qui a fait ses preuves. Et donc ça risque d'être de toute façon un match intéressant. Mais revenons à l'équipe de France. Donc l'équipe de France, voilà, je pense qu'elle va passer le Brésil parce qu'il y a quand même eu une dynamique, on va dire, impulsée à partir de ce match contre la Nouvelle-Zélande. Cette première place a dû les conforter quelque part, d'une façon ou d'une autre. Donc elles vont affronter cette équipe du Brésil dans les meilleures dispositions. Cette victoire a fait du bien au cœur si on se fie à la déclaration de Sakina Karchaoui. Mais c'est au-delà que moi je me projette. Là où, au moment où les enjeux seront les plus cruciaux, là où la pression va vraiment se faire ressentir, je pense moi que l'équipe de France va déraper. L'équipe de France va plus savoir comment jouer, va être paralysée. Oui, je ne sais pas comment dire, mais je ne peux être que pessimiste par rapport à ce qui va se passer. Quelle que soit la configuration des demi-finales, je ne peux être que pessimiste. J'aimerais tellement, parce que je suis cette équipe quand même depuis le milieu des années 2000, je suis cette équipe, voilà, en tant que passionné de foot féminin, en tant que supporter, on peut le dire, de cette équipe de France, je serais le premier vraiment ravi qu'elle puisse décrocher une médaille, vraiment. Et je sais que ça pourrait déclencher beaucoup de choses derrière pour, euh, pour le foot féminin en France. On s'est bien loupé en termes de marketing après la Coupe du Monde 2019. Là, avec une médaille, on pourrait capitaliser là-dessus et faire en sorte, pourquoi pas, que la D1 Arkema, enfin l'Arkema Première Ligue, puisse connaître un essor, même si les matchs vont se télescoper avec les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc merci encore une fois
messieurs les dirigeants, les têtes pensantes de la Ligue et de la Fédération française. Bravo. Donc il y a beaucoup à gagner au travers d'une victoire de l'équipe de France féminine. Voilà, si elles perdent, si elles se vautrent, et ça elles le savent aussi, l'équipe de France féminine, elles ont cette pression que je décrivais tout à l'heure. Cette pression-là, voilà, c'est ça, c'est que le foot féminin dans son ensemble se repose sur elles. Il ne faut pas qu'elles se loupent. Si elles se loupent, on retombera dans l'anonymat et le foot féminin continuera à être marginalisé en France. Je voudrais finir sur un coup de gueule. Voilà, encore une fois, mais moi, enfin, dans cette chaîne Fatmir Football, on souligne quand même tous les travers du foot féminin et on pointe aussi des axes d'amélioration. Je parlais tout à l'heure du marketing qui est complètement loupé par les têtes pensantes, par ceux qui décident en France concernant le foot féminin. Mais quand on voit le nombre de spectateurs au Groupama Stadium, enfin, à Lyon, là où le foot féminin est né, je veux dire dans son ensemble, le foot féminin, quelque part, alors, il existait dans les autres pays, en Allemagne, en Europe du Nord, tout ça, effectivement. Mais en France, il est né à Lyon. Il y avait des équipes ailleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y avait des équipes ailleurs, mais il a vraiment connu un essor formidable à Lyon avec la professionnalisation des filles. 30 000 spectateurs qui sont venus voir au Groupama Stadium l'équipe de France, je pleure. Je pleure. Et là, je me dis, mais quelle image désastreuse ça renvoie aux téléspectateurs qui sont derrière leur écran et qui voient un match de l'équipe de France qui compte, voilà, avec si peu de spectateurs, quoi, avec des tribunes dégarnies. Il faut vraiment vous bouger le fion, hein, là-haut, là, les huiles des fédérations, de la Ligue, du CIO, pour le foot féminin. La scène olympique, c'est une scène incroyable pour faire la promotion du foot féminin. Il faut vraiment mettre les moyens, mettre du monde, parce qu'en termes d'image, en termes de marketing, c'est important pour attirer des sponsors, pour faire que le foot féminin prenne son essor. Nous, sur cette chaîne, on va continuer à faire la promotion du foot féminin, parce que visiblement, elles en ont encore besoin en 2024. On va pousser fort derrière elles. Donc, je remercie les quelques abonnés de ma chaîne. Vraiment, ça me touche énormément. Et tous ceux qui passent par là, qui regardent la vidéo, je vous en prie, mettez un pouce en l'air. Jouez les empereurs romains, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Ça sera une toute petite action de votre part, mais une énorme action militante pour le foot féminin. Merci beaucoup et va va voum!